J'étais en pleine présentation à des investisseurs quand le frère de ma femme est entré et a dit « Nous allons plutôt retenir mon concept ». La salle a applaudi. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai souri et j'ai dit « Profitez bien du financement ». 48 heures plus tard, le directeur financier suppliait à ma porte, et leurs visages ont pâli quand ils ont réalisé que j'avais déjà tout emporté avec moi. Au moment où Gareth Hay a franchi la porte de cette salle de conférence, je savais exactement ce qui allait se passer. Non pas parce que je suis une sorte de prophète, non pas parce que j'avais été prévenu, mais parce que j'avais passé 3 ans à observer cet homme agir. Et je connaissais sa démarche. Je connaissais la manière particulière dont son menton se relevait quand il pensait avoir déjà gagné quelque chose. Je connaissais le demi-sourire qu'il arborait quand il voulait que la salle sache qu'il était sur le point de vous prendre quelque chose et qu'il voulait que vous le sentiez se produire en temps réel. J'étais debout à la tête d'une table de conférence pour 12 personnes dans une salle aux parois de verre au 14e étage de l'immeuble Meridian Capital, dans le centre-ville de Nashville. La ligne d'horizon était visible derrière moi à travers les fenêtres allant du sol au plafond. La lumière de l'après-midi était parfaite. Mon ordinateur portable était ouvert. Ma présentation en était à la diapositive 19/32, juste au moment où j'allais présenter à notre investisseur principal la ventilation des revenus prévisionnels pour l'année 2. Je préparais ce moment depuis 8 mois. Et Gareth Hay, le frère aîné de ma femme Alyssa, est entré comme s'il était le propriétaire des lieux, comme s'il avait été invité, comme si l'air de cet espace l'attendait spécifiquement pour qu'il vienne le remplir. Il ne m'a pas regardé en premier. Il a regardé les investisseurs, puis il a prononcé les 6 mots qui ont changé les 48 heures suivantes de ma vie. Nous allons plutôt retenir mon concept. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre qui est Blake Merritt. Je ne suis pas un homme qui perd en silence, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui agit sans réfléchir. Ce qui m'est arrivé arrive tous les jours quand les gens en qui vous avez confiance accordent plus de valeur à ce que vous avez construit qu'à vous-même. Alors restez avec moi car ce que j'ai fait dans les 48 heures qui ont suivi est quelque chose que vous n'oublierez pas. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous êtes ici, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez la cloche. Laissez-moi un commentaire ci-dessous en me racontant le moment où vous avez réalisé qu'un de vos proches prenait plus qu'il ne donnait. Et aimez cette vidéo parce que ce que je m'apprête à partager avec vous m'a pris beaucoup de temps avant d'être prêt à le dire à voix haute. Allons-y. Je m'appelle Blake Merritt. J'ai 44 ans. Et depuis 11 ans, je travaille dans l'architecture durable et le développement urbain. Je ne suis pas un nom que vous reconnaîtriez sur une couverture de magazine. Mais dans la communauté du développement de Nashville, je m'étais bâti une réputation qui a nécessité une décennie de semaines de travail de 6 jours, de vacances manquées et de repas que je goûtais à peine parce que je dessinais sur des serviettes au lieu de manger. Ma spécialité est la réutilisation adaptative. Prendre de vieilles structures, des entrepôts, des usines, des bâtiments commerciaux abandonnés, et les reconcevoir en espaces à usage mixte qui servent les communautés dans lesquelles ils se trouvent. Cela semble être une niche jusqu'à ce que vous compreniez que la réutilisation adaptative est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du développement urbain américain en ce moment. Des villes comme Nashville, Charlotte, Pittsburgh et Columbus dépensent des milliards pour faire exactement ce que j'ai passé ma carrière à maîtriser. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez que la chose que Gareth est venu prendre dans cette pièce n'était pas petite. Ce n'était pas un projet secondaire. Ce n'était pas une idée expérimentale que j'avais bricolée un week-end. Le concept que je présentais à Meridian Capital cet après-midi s'appelait l'initiative du district de la Fonderie. 8 mois de travail. Un plan de réaménagement à usage mixte de 22 millions de dollars pour une parcelle de 4,2 acres à East Nashville, le long de la rivière Cumberland, qui était vacante depuis la fermeture d'une usine de fabrication de pièces en acier en 2009. Le plan comprenait des logements abordables, des espaces commerciaux, des ateliers d'artistes, un centre d'événements communautaires et un sentier pédestre au bord de la rivière avec des plantations indigènes. J'avais les évaluations environnementales. J'avais les analyses structurelles. J'avais les rapports d'engagement communautaire. J'avais les rendus de 2 studios de visualisation différents. J'avais des lettres de soutien de la commission de planification de Métro Nashville. J'avais un calendrier de construction par phase. J'avais un retour sur investissement prévisionnel que j'avais passé 6 semaines à affiner avec un consultant en modélisation financière du programme de commerce de Vanderbilt. Ce n'était pas une simple présentation. C'était une preuve de concept qui était prête à devenir une proposition.
Et Meridian Capital, l'une des sociétés d'investissement immobilier les plus actives de Nashville, avait accepté une période d'examen exclusive de 60 jours avec moi. C'était la salle dans laquelle je me trouvais. C'étaient les personnes à qui je présentais mon projet. Donc, quand je dis que Gareth est entré pendant la diapositive 19, je veux que vous sentiez le poids de cela. Ma relation avec Gareth avait été difficile depuis le début. Et je pense que si je suis honnête avec moi-même, Alyssa le savait et espérait que ça s'améliorerait. Et je savais que ce ne serait pas le cas. Gareth avait 5 ans de plus qu'Alyssa et avait grandi dans le rôle de la réussite familiale. Son père, Gerald Hay, avait bâti une agence de courtage immobilier commercial de taille moyenne à Franklin, au Tennessee. Et Gareth était entré dans cette entreprise à 23 ans et avait passé les 15 années suivantes à surfer sur son infrastructure tout en se présentant au monde comme un visionnaire. Il avait l'énergie de quelqu'un qui n'avait jamais eu à partir de zéro. La confiance de quelqu'un dont le filet de sécurité avait toujours été confortable. Quand Alyssa et moi nous sommes mariés il y a 8 ans, Gareth a assisté au dîner de répétition et a passé 40 minutes à expliquer à l'un de mes garçons d'honneur pourquoi le marché du développement de Nashville était sur le point d'être bouleversé et pourquoi il était positionné pour en tirer profit. Mon garçon d'honneur m'en a parlé après. J'ai classé l'information. Au fil des ans, Gareth s'est régulièrement immiscé dans les conversations sur mon travail. Lors des dîners de famille, des réunions de vacances, il posait des questions qui ressemblaient à de la curiosité mais qui semblaient être de la reconnaissance. Quelle parcelle est-ce que je regardais? À qui je parlais à la commission de planification? À quoi je pensais que le front de mer de Quimberland ressemblerait dans 10 ans? Je répondais, parce qu'il était le frère d'Alyssa, et parce que je ne voulais pas qu'elle soit prise au milieu de quelque chose de gênant. J'ai répondu jusqu'à ce que je réalise que je lui avais servi de professeur. Environ 2 ans avant la présentation à Meridian, j'ai remarqué que Gareth commençait à utiliser un langage que je reconnaissais. Lors d'une conversation à Thanksgiving, il a décrit un projet que son entreprise familiale explorait en utilisant des phrases que j'avais inventées dans un livre blanc que j'avais partagé avec lui. Des cadres que j'avais développés, des approches que j'avais décrites en détail lors de dîners que je pensais être juste des dîners de famille. J'en ai parlé à Alyssa. Elle l'a défendu. Elle a dit que c'était une coïncidence. Elle a dit que j'étais paranoïaque et que son frère s'intéressait simplement au même domaine. Elle a dit que je devais arrêter de tout ramener à la compétition. J'aimais Alyssa. Je n'en ai plus reparlé, mais j'ai arrêté de partager les détails. Le problème, c'est que je n'ai pas arrêté de partager assez tôt. 3 mois avant la réunion de Meridian, Gareth m'a appelé un mardi soir. Alyssa était à son club de lecture. J'étais dans mon bureau à la maison, dans notre maison de Green Hills, en train de passer en revue la dernière série de données sur l'engagement communautaire pour le projet du district de la Fonderie. Gareth a dit qu'il voulait prendre des nouvelles. Il a dit qu'il avait pensé au corridor du front de mer d'East Nashville. Il a dit qu'il avait entendu des choses intéressantes lors d'un événement de la commission de planification auquel il avait assisté. J'aurais dû mettre fin à l'appel dans les 2 premières minutes. Au lieu de cela, j'ai parlé pendant 45 minutes. Je lui ai parlé du site du district de la Fonderie. Je lui ai parlé de l'approche par phase pour la composante logement abordable. Je lui ai parlé du centre d'événements communautaires et de la façon dont j'avais modélisé la programmation sur des projets similaires dans le Street District de Pittsburgh. Je lui ai dit que j'étais à 3 mois d'être prêt à approcher les investisseurs. Je lui ai presque tout dit et il a écouté avec l'attention de quelqu'un qui n'écoutait pas pour comprendre mais qui écoutait pour prendre des notes. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis à mon bureau un long moment. Quelque chose n'allait pas. La façon dont il avait posé certaines questions, les détails spécifiques sur lesquels il était revenu, la façon dont il m'avait remercié à la fin de l'appel avec juste un peu trop de chaleur. Je me suis dit que je réfléchissais trop. Je ne réfléchissais pas trop. Le matin de la réunion de Meridian, je me suis rendu en voiture au centre-ville depuis Green Hills, je me suis garé dans le garage de Commerce Street et je suis entré dans ce bâtiment avec tout ce dont j'avais besoin. Des copies papier du dossier de proposition complet, l'ordinateur portable avec la présentation, une clé USB de sauvegarde et 8 mois de ma vie condensés en une présentation de 60 minutes. J'avais serré la main de Ryan Patel, le directeur général de Meridian, à 7 heures ce matin-là dans le hall. Ryan avait la quarantaine, mesuré de la manière dont les gens qui gèrent de grosses sommes d'argent ont tendance à l'être, prudent avec ses mots et prudent avec ses réactions. Il suivait mon travail depuis 2 ans. C'est lui qui m'avait contacté, pas l'inverse.
11 autres personnes se trouvaient dans cette salle. Le directeur financier, 2 analystes de portefeuille principaux, 3 membres juniors de l'équipe de développement, un représentant juridique et 4 consultants externes que Ryan avait fait venir spécifiquement pour évaluer le concept du district de la fonderie. J'en étais à la diapositive 19. La salle était attentive. Ryan avait déjà posé 2 questions. Toutes 2 de bonnes questions, le genre de questions qui vous disent qu'une personne réfléchit sérieusement à ce que vous dites. L'une des consultantes externes, une femme nommée Dr. Patricia So de l'école d'ingénierie de Vanderbilt, s'était légèrement penchée en avant sur sa chaise lorsque j'ai présenté la section sur l'évaluation structurelle. Ce penchement signifiait quelque chose. Ce penchement était le langage corporel de quelqu'un qui était intéressé. Et puis la porte s'est ouverte. Garrett est entré, portant un costume anthracite que je ne lui avais jamais vu porter auparavant. Il portait un sac de présentation. Il avait une clé USB à la main. Et il avait cette énergie de commandement, le menton levé, que je l'avais vu déployer lors des dîners de famille quand il voulait que tout le monde le regarde. Il a d'abord regardé Ryan Patel. Il a dit, « Ryan, désolé, je suis en retard. Nous allons plutôt retenir mon concept. » Et la salle, je veux que vous compreniez ceci. La salle n'a pas su immédiatement quoi faire. Il y a eu une demi-seconde de confusion. Et puis Ryan a dit, « Garrett, nous ne vous attendions pas. » Et Garrett a dit, « Je sais. J'ai appelé ce matin. Jessica ne vous a pas prévenu ?» L'ambiance dans la salle a commencé à changer. Les gens ont regardé Ryan. Ryan avait l'air incertain d'une manière qui m'a glacé le sang. Garrett se dirigeait déjà vers l'écran de projection. Il avait une confiance que la salle interprétait comme de l'autorité, car c'est ainsi que la confiance fonctionne. Les gens confondent la certitude avec la légitimité. L'un des consultants a commencé à applaudir poliment. La façon dont on applaudit quand on n'est pas sûr de ce qui se passe, mais qu'on ne veut pas paraître mal informé. Quelqu'un d'autre s'est joint à lui. Je me tenais à la tête de cette table et je regardais l'air de la pièce s'éloigner de moi. Et puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas de façon spectaculaire, pas avec un claquement ou une déclaration. Je l'ai simplement fermé. De la façon dont on ferme un livre qu'on a fini de lire. Calme. Délibéré. J'ai pris mon sac de présentation, j'ai glissé les dossiers papier de la table et je les ai remis à l'intérieur. Ryan a dit, « Blake. » Et je l'ai regardé et j'ai dit 2 phrases, « Profitez bien du financement, et puis je vous recontacterai. » Je suis sorti de cette pièce avec tout ce que j'avais apporté. Garrett m'a regardé partir. Je ne l'ai pas regardé en passant. Je ne lui ai pas dit un mot. Je suis juste passé devant lui comme s'il était un meuble, comme s'il était quelque chose qui existait dans la pièce mais qui n'avait aucune signification particulière pour moi. Dans l'ascenseur, j'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai été surpris par cela. Je m'attendais à ce qu'elles tremblent. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux décrire que comme de la clarté. Le genre de clarté qui vient quand quelque chose que vous soupçonniez mais que vous refusiez de croire pleinement est soudainement confirmé et que l'incertitude est terminée. Et tout ce qui reste, c'est ce qu'il faut faire ensuite. J'ai envoyé 2 SMS avant d'atteindre le hall. Le premier SMS était pour mon avocat, un homme nommé Owen Tra, qui s'occupait de mes contrats depuis 6 ans. J'ai dit, « J'ai besoin qu'on se voit aujourd'hui. Il vient de se passer quelque chose et je dois agir vite. » Le deuxième SMS était pour un contact que je cultivais discrètement depuis 5 mois. Un contact que j'avais gardé complètement séparé de tout ce qui concernait Garrett, Alyssa ou la famille Haye. Un contact qui représentait un groupe d'investisseurs concurrents d'Atlanta qui examinait discrètement le corridor du front de mer d'East Nashville depuis 18 mois. Ce contact s'appelait Devon Whitfield. Et ce que j'ai dit à Devon dans ce SMS tenait en 4 mots. Je suis prêt à parler. Voici ce que Garrett ne savait pas quand il est entré dans cette salle de conférence. Il ne savait pas que j'avais anticipé, non pas ce scénario exact, mais quelque chose de la même famille. Je savais depuis 2 mois que quelque chose n'allait pas. Je le savais depuis une conversation au dîner de Pâques, quand Garrett a mentionné le district de la fonderie par son nom et a utilisé une expression spécifique, stratégie d'activation du front de mer, qui n'existait que dans un document de travail que je n'avais jamais partagé publiquement. Quand je l'ai entendu prononcer cette phrase à Pâques, je l'ai senti dans mon estomac avant de le sentir dans mon cerveau.
Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à 2 heures du matin à faire une liste. Chaque détail que j'avais partagé avec Gareth pendant 18 mois de dîners et d'appels téléphoniques, chaque information spécifique qui était passée de ma bouche à ses oreilles. Et puis j'ai comparé cette liste à tout ce que je savais de l'activité récente de l'entreprise de sa famille. La correspondance n'était pas parfaite, mais elle était assez proche. J'ai appelé Owen Tra le lendemain matin et je lui ai dit ce que je soupçonnais. Owen est méthodique de la manière dont les bons avocats sont méthodiques. Il m'a posé des questions pendant 40 minutes. Il ne m'a pas dit que j'avais tort. Il m'a dit de tout documenter à l'avenir, de rassembler ce que je pouvais et de faire attention à ce que je disais et à qui. J'ai également passé un deuxième appel cette semaine-là à Devon Whitfield. Devon représentait le Whitfield Development Group, basé à Atlanta mais en pleine expansion dans le Middle Tennessee. Ils avaient de l'argent, ils avaient des infrastructures, et ils avaient été patients de la manière dont les gens sont patients quand ils attendent le bon moment, pas le bon projet. J'avais rencontré Devon lors d'une conférence de l'Urban Land Institute à Chicago en octobre précédent. Nous avions eu une conversation de 90 minutes au dîner dont j'étais reparti en sachant que c'était le début de quelque chose d'important. Je n'avais pas insisté. J'avais laissé les choses se développer lentement, mais j'avais tenu Devon informé de mon calendrier en termes généraux. Rien de spécifique, rien que Gareth ne pouvait accéder, juste assez pour maintenir la conversation chaleureuse. Au moment où je suis sorti de la réunion de Meridian, j'avais déjà passé 5 mois à me positionner de sorte que Meridian ne soit pas ma seule option. C'est le truc avec les gens comme Gareth. Ils pensent que la pièce dans laquelle ils entrent est la seule qui existe. Ils pensent que s'ils peuvent vous prendre quelque chose à un endroit, vous n'avez nulle part où aller. Ils oublient que certaines personnes ont construit des issues de secours tout ce temps. J'ai rencontré Owen à son bureau sur Charlotte Avenue à 14 h cet après-midi-là. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Owen n'est pas un homme qui montre beaucoup d'émotion. Il a écouté sans interrompre. Il a pris des notes. Quand j'ai fini, il a posé son stylo, m'a regardé un instant et a dit « Dites-moi ce que vous voulez ». Je lui ai dit. Je voulais savoir si la présentation de Gareth, quoi qu'il ait préparé pour entrer dans cette pièce, contenait une quelconque propriété intellectuelle que je pourrais légalement faire remonter jusqu'à moi. Je voulais savoir quelles étaient mes options si c'était le cas. Et je voulais comprendre le calendrier de toute action car j'avais une autre réunion à laquelle je devais me rendre. Owen a dit qu'il commencerait à rassembler les éléments immédiatement. Il a dit que cela pourrait prendre un jour ou deux pour avoir une image plus claire. Il a aussi dit calmement, si ce que vous décrivez est exact, ce n'est pas une mince affaire. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà. Puis j'ai traversé la ville jusqu'à un café sur Nolansville Pike et j'ai rencontré Devon Whitfield qui était monté d'Atlanta ce matin-là quand je lui avais envoyé un SMS. Devon est le genre de personne qui n'a pas besoin de beaucoup de théâtre. Il est entré, s'est assis, a commandé un café noir et a dit « Dites-moi où vous en êtes ». J'ai passé 1 heure avec Devon. Je lui ai présenté le concept du district de la fonderie en entier, non pas une présentation, une conversation. Je lui ai parlé du site, des données communautaires, des évaluations structurelles, du modèle financier, de l'approche par phase. J'avais apporté mon ordinateur portable et mes copies papier parce que j'étais sorti de Meridian avec tout. Quand j'ai eu fini, Devon s'est adossé et a dit « En combien de temps pouvez-vous préparer une proposition formelle ?» J'ai dit « J'en ai une. Je suis sorti avec aujourd'hui. » Devon a souri. C'était un petit sourire, le genre que les gens arborent quand quelque chose se met en place comme il l'avait espéré. Il a dit « Je dois passer quelques appels ce soir. Pouvez-vous me donner 48 heures ?» 48 heures. C'était presque exactement le délai auquel j'avais pensé. J'ai dit oui. Alyssa m'a appelé à 17h30 ce soir-là. Je savais avant de répondre que Gareth lui avait parlé. L'appel est venu trop tôt, trop délibérément pour toute autre explication. Il aurait eu besoin de la gérer avant moi. J'ai répondu. J'ai gardé ma voix égale. Elle a dit, Blake, Gareth m'a appelé. Il a dit que les choses sont devenues bizarres à une réunion aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle a dit qu'il lui avait dit qu'il y avait eu une confusion dans le planning, que 2 concepts différents avaient été accidentellement programmés pour la même réunion d'investisseurs, et qu'il avait essayé de gérer la situation aussi professionnellement que possible. Une confusion dans le planning. J'ai tenu le téléphone et j'ai respiré un instant.
Puis j'ai dit, Alyssa, j'ai besoin que tu écoutes très attentivement ce que je vais dire. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas une confusion. Ton frère a pris des informations que je lui ai partagées en confiance au cours de la dernière année et demie et les a utilisées pour construire un concept concurrent qu'il a présenté à ma réunion d'investisseurs en essayant de le faire passer pour le sien. Ce n'est pas une erreur de planning. C'est une trahison. Silence sur la ligne. Puis elle a dit, Blake, c'est une accusation très sérieuse. J'ai dit, oui, ça l'est. Elle a dit, Gareth ne ferait jamais ça. J'ai dit, Alyssa, je t'aime. Je ne vais pas me disputer sur ce que ton frère ferait ou ne ferait pas. Je te demande de faire confiance à ce que je sais. Je te demande de me donner 48 heures avant d'avoir d'autres conversations avec Gareth à ce sujet. Plus de silence, a-t-elle dit. Pourquoi 48 heures? J'ai dit, parce que d'ici là, les choses seront plus claires. Elle n'a pas insisté. Mais le silence entre nous pour le reste de cette soirée était un silence particulier que j'ai reconnu comme le silence d'une femme qui essayait de décider qui croire. Je le comprenais. Cela ne faisait pas moins mal pour autant. Le lendemain matin, Owen a appelé à 7h45. Il avait récupéré les documents de présentation de Gareth. Ryan Patel, à son crédit, avait accepté de les partager après une conversation avec Owen l'après-midi précédent qui, je ne peux que l'imaginer, a été inconfortable pour toutes les personnes impliquées. Ryan n'était pas une mauvaise personne. Ryan était un homme qui avait été manœuvré par quelqu'un de plus effronté qu'il ne l'avait prévu, et qui essayait maintenant de trouver comment gérer la situation. Owen a dit, Blake, il y a cette section dans la présentation de Gareth que je veux que tu regardes. Je suis allé à son bureau en voiture. Je me suis assis en face de lui et nous avons examiné ces 7 sections ensemble. Les 3 premières étaient proches. Proche de la manière qui pourrait être expliquée comme une pensée parallèle ou une inspiration partagée. Pas idéal, mais pas actionnable en soi. Les sections 4 à 7 n'étaient pas proches. Elles étaient les miennes. La structure de phasage spécifique pour le déploiement des logements abordables, le modèle de programmation du centre d'événements communautaires, y compris le nom que j'avais donné au cadre de programmation, que Gareth avait modifié d'un seul mot. La spécification des plantations indigènes pour le sentier riverain, qui provenait d'un rapport d'écologie conseil que j'avais commandé et payé, et la structure de modélisation financière. Y compris une approche spécifique du financement à taux mixte que j'avais développé avec mon consultant de Vanderbilt et qui existait dans un document de travail que je n'avais partagé avec personne sauf ce consultant, mon avocat. Et je me souvenais maintenant avec une clarté écœurante de Gareth lors d'un appel téléphonique 4 mois plus tôt, quand j'avais été trop confiant et trop fatigué pour être prudent. Owen a dit, c'est du vol de propriété intellectuelle. La question est de savoir comment vous voulez poursuivre. Je lui ai dit ce que je pensais déjà. Je ne voulais pas aller au tribunal. Je ne voulais pas passer 18 mois en litige pendant que le district de la fonderie restait intact et que l'entreprise familiale de Gareth gaspillait l'argent des investisseurs sur un concept qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Je voulais quelque chose de plus rapide et quelque chose qui accomplirait ce qui comptait vraiment pour moi, que le projet soit réalisé et que les responsables de la trahison en comprennent le coût. Owen a compris. Il a pris son téléphone. À 10h ce matin-là, Owen a eu un appel avec Ryan Patel et l'équipe juridique de Meridian Capital. Je n'étais pas sur cet appel. Owen l'a géré comme les bons avocats gèrent les choses, avec précision et sans théâtre. Il leur a présenté la documentation. Il a clairement indiqué ce qui avait été pris, comment cela avait été pris et quelle était l'exposition légale pour une entreprise qui avait reçu de la propriété intellectuelle volée dans une présentation d'investissement formel. Ryan Patel m'a appelé personnellement à 11h45. Il a dit, Blake, je vous dois des excuses. J'ai dit, dites-moi où nous en sommes. Il a dit que la présentation de Gareth était retirée de la considération. Il a dit que l'équipe juridique de Meridian documentait tout pour sa propre protection. Il a dit que Ryan avait parlé avec Gareth ce matin-là et que la conversation ne s'était pas bien passée. Il a dit que Ryan était prêt à discuter de la reprise de l'examen formel de ma proposition du district de la fonderie selon les termes originaux. J'ai dit, j'apprécie cela, Ryan. Je vais avoir besoin d'une journée pour y réfléchir. Il a semblé surpris. Il s'attendait à ce que je dise oui immédiatement. Je n'avais pas encore décidé si Meridian était encore le bon partenaire. Non pas parce que j'étais en colère contre Ryan personnellement, mais parce que j'avais maintenant des options qui n'existaient pas la veille.
Devon Whitfield a appelé à 14 h cet après-midi-là. Il a dit que ses collaborateurs avaient passé la nuit précédente à examiner les documents que j'avais partagés lors de notre réunion au café. Il a dit que ses partenaires étaient intéressés. Il a dit qu'il voulait programmer une présentation formelle complète pour la semaine suivante. Il a aussi dit quelque chose dont je me souviendrai longtemps. Il a dit, « Blake, j'observe le corridor d'East Nashville depuis 1 an et demi. J'ai parlé à beaucoup de gens. Personne n'a ce que vous avez. La profondeur de l'engagement communautaire, le modèle de phasage, l'approche écologique. Ce n'est pas un concept. C'est un plan prêt à être exécuté. C'est rare. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Je veux m'assurer que vous savez que nous sommes sérieux. Que faudrait-il pour avoir une conversation sur l'exclusivité dès maintenant? Que faudrait-il? » J'y ai réfléchi un instant. À la salle que j'avais quittée 24 heures plus tôt. Au menton de Garrett en l'air et aux applaudissements polis et à l'expression incertaine de Ryan Patel. Au silence d'Alyssa au téléphone. À mon beau-père, Gérald Hay, qui finirait par entendre une version de cette histoire que Garrett avait soigneusement façonnée. À toutes les fois où j'avais parlé à travers les tables de dîner et donné des morceaux de choses que j'avais construites seul. J'ai dit, « Devon, parlons de ce à quoi ressemble une exclusivité. » Voici ce qui s'est passé dans les 48 heures après que je sois sorti de cette salle de conférence. Au matin du 2e jour, le concept de Garrett Hay avait été formellement retiré de la considération de Meridian Capital. Owen Tra avait clairement indiqué que procéder avec une propriété intellectuelle volée exposerait Meridian à une responsabilité légale importante, et l'équipe juridique de Meridian était parvenue à la même conclusion de manière indépendante. À la mi-journée du 2e jour, Meridian m'avait contacté pour me demander de reprendre le processus de proposition formelle. Je n'avais pas encore répondu de manière définitive. À 15 h, Devon Whitfield m'avait envoyé une proposition de conditions écrites pour une conversation d'engagement exclusif autour de l'initiative du district de la Fonderie, soutenue par le Whitfield Development Group et 2 de leurs partenaires institutionnels basés à Atlanta. À 16h15, on a sonné à ma porte. J'ai regardé la caméra de sécurité sur mon téléphone. C'était le directeur financier de Meridian Capital, un homme nommé Philippe Abernathy, debout sur mon porche à Green Hills. Il était seul. Il ne portait pas sa veste de costume. Ce détail, la veste manquante, m'a dit quelque chose. Les gens enlèvent leur veste quand ils sont sur le point d'être humbles. J'ai ouvert la porte. Philippe Abernathy est un homme prudent et posé, à la fin de la cinquantaine, qui travaille dans le monde de la finance du développement depuis 30 ans. Je ne l'avais jamais vu dans l'état où il se trouvait sur mon porche. Il ressemblait à un homme qui avait passé les dernières 24 heures à éteindre des incendies et qui était arrivé à ma porte parce qu'il n'avait plus d'autres options. Il a dit, « Blake, pouvons-nous parler ?» J'ai dit, « Entrez. » Il s'est assis à la table de ma cuisine. Je ne lui ai pas offert de café. Il a dit qu'il voulait s'excuser personnellement pour ce qui s'était passé dans cette salle de conférence. Il a dit que Ryan l'avait envoyé parce que Ryan estimait que ses propres excuses au téléphone n'avaient pas été suffisantes. Il a dit que Meridian avait mis fin à ses conversations préliminaires avec Garrett et avait tout documenté avec son équipe juridique. Puis il a dit la chose qui m'a indiqué exactement à quel point la situation était devenue sérieuse. Il a dit, « Nous avons également entendu dire que vous pourriez être en pourparlers avec un autre groupe d'investissement. » J'ai dit, « J'ai des options. » Il a dit, « Nous aimerions être votre partenaire privilégié sur ce projet. Nous sommes prêts à discuter de conditions modifiées. » Des conditions modifiées de la part d'un directeur financier sur mon porche, sans sa veste. Je l'ai regardé un instant. J'ai pensé au menton de Garrett en l'air. J'ai pensé aux 6 mots. J'ai pensé au silence d'Alyssa. J'ai dit, « Philippe, je demanderai à mon avocat de contacter Ryan d'ici vendredi. » Pour l'instant, j'évalue toutes les possibilités. Il a hoché la tête. Il a dit qu'il comprenait. Il s'est levé, m'a tendu la main et je l'ai serré. Puis je l'ai raccompagné à la porte et je l'ai regardé monter dans sa voiture et s'en aller. Puis je suis rentré et je suis resté assis à la table de ma cuisine pendant un long moment, dans le silence de ma propre maison. Je dois vous parler d'Alyssa, car la situation avec Meridian, le problème de propriété intellectuelle, le directeur financier sur mon porche, tout cela a été clarifiant de la manière dont les crises peuvent être clarifiantes. C'était douloureux, mais c'était le genre de douleur propre qui vient de quelque chose qui est résolu.
La situation avec Alyssa n'était pas propre. Elle est rentrée ce soir-là et j'ai pu voir sur son visage qu'elle avait de nouveau parlé à Gareth. Je n'ai pas abordé le sujet en premier. Je l'ai laissé venir à moi. Elle s'est assise en face de moi à cette même table de cuisine et elle a dit, « Gareth dit que tu exagères ce qui s'est passé. Il dit, les concepts sont similaires parce que vous parlez des mêmes idées depuis des années, et il est naturel que les idées se chevauchent. » J'ai dit, « Alyssa, je ne vais pas discuter avec toi de ce que dit Gareth. Je vais te dire ce que je sais. Je sais ce que j'ai construit. Je sais ce que j'ai partagé avec ton frère en confiance, et je sais avec quoi il est entré dans cette pièce. » Elle a dit, « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu craignais qu'il te vole des choses? Pourquoi as-tu attendu? » C'était une question juste. J'y ai réfléchi. J'ai dit, « Parce qu'à chaque fois que je soulevais quelque chose de gênant à propos de ton frère, tu le défendais. Et je ne voulais pas te forcer à choisir. Alors j'ai arrêté de le soulever et j'ai commencé à me protéger à la place. » Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, « Est-ce que le projet va s'en sortir? » J'ai dit, « Oui, le projet va plus que s'en sortir. » Elle a dit, « Est-ce que nous allons nous en sortir? » Je l'ai regardée. 8 ans, une femme que j'aimais, que j'avais choisie et que j'avais voulu protéger d'exactement ce genre de rupture. J'ai dit, « Je veux que nous nous en sortions, mais Alyssa, j'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé. Pas la version de ton frère, la mienne. Et j'ai besoin que tu y réfléchisses avant que nous parlions du reste. » Elle a hoché la tête. C'était un petit hochement de tête, incertain, mais c'était réel. C'est là que nous en sommes restés cette nuit-là. Et je ne prétendrai pas que c'était suffisant ou que tout était résolu, car ce n'était pas le cas. La fracture que les actions de Gareth ont provoquée dans notre famille n'allait pas être réparée en une seule soirée. Cela allait prendre du temps. Et cela allait exiger qu'Alyssa regarde clairement quelque chose qu'elle avait choisi de ne pas voir. Mais elle était toujours là, et j'étais toujours là, et cela comptait pour quelque chose. J'ai passé la semaine suivante en pourparlers avec Meridian Capital et le Whitfield Development Group. Owen Tra a mérité chaque dollar de ses honoraires cette semaine-là. À la fin de la semaine, j'avais signé un accord d'engagement formel avec Whitfield, avec Meridian comme co-investisseur, selon des termes qui me plaçaient en position de chef de file pour l'initiative du district de la fonderie, d'une manière qui n'était pas vraie dans l'arrangement initial. En d'autres termes, j'avais plus de contrôle, des conditions plus favorables et 2 partenaires d'investissement au lieu d'un. Tout cela à cause de ce que Gareth a fait. Parfois, les gens essaient de vous prendre des choses et vous poussent accidentellement vers quelque chose de mieux. Le concept de Gareth, quoi qu'il ait assemblé et présenté à Meridian, n'a mené nulle part. L'entreprise de sa famille n'avait pas les relations communautaires, les données structurelles ou l'expertise en phasage pour l'exécuter. En 6 semaines, j'ai entendu dire par la communauté du développement que l'entreprise s'était discrètement retirée du corridor du front de mer d'East Nashville. Gérald Hay, le père d'Alyssa, m'a appelé un jeudi soir, environ 3 semaines après l'incident de la salle de conférence. L'appel a été court. Il a dit qu'il voulait que je sache qu'il avait parlé à Gareth et qu'il était, selon ses propres mots, profondément déçu de la façon dont les choses avaient été gérées. Il ne s'est pas excusé au nom de Gareth. Il n'a pas offert d'explication. Il a dit ce qu'il se sentait obligé de dire. Et puis il a mis fin à l'appel. Ce n'était pas suffisant, mais c'était comme ça. Gareth lui-même ne m'a pas parlé directement depuis la salle de conférence. Je ne m'attends pas à ce que cela change. Certaines ruptures ne se réparent pas. Certaines relations arrivent à la fin de leur vie utile. Et la chose la plus honnête à faire est de le reconnaître et d'aller de l'avant. Ce vers quoi j'ai choisi d'aller de l'avant, c'est le travail. L'initiative du district de la fonderie a démarré 14 mois après cet après-midi dans la salle de conférence de Meridian Capital. J'étais sur le site un mardi matin de février lorsque les premiers engins de terrassement sont entrés sur la parcelle. La rivière Kimberland était grise et calme derrière nous. East Nashville se réveillait autour du site. Les cafés, les petites entreprises et les quartiers qui attendaient que ce coin de leur communauté devienne quelque chose. Devon Whitfield était là. Ryan Patel était là, car au final, nous avions réussi à faire fonctionner le partenariat. Le docteur Patricia So de Vanderbilt était là parce qu'elle s'était engagée comme conseillère technique indépendante pour le projet et était devenue l'une des personnes les plus précieuses dans la salle à chaque réunion que nous avions eue depuis.
Je me tenais au bord de cette parcelle et je regardais les engins commencer à bouger, et j'ai pensé à la diapositive 19. J'ai pensé à la porte qui s'ouvrait. J'ai pensé à ces 6 mots et au menton en l'air et aux applaudissements polis de gens qui ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Et j'ai pensé à la fermeture de mon ordinateur portable. C'était ça, le moment. Pas la première pelletée de terre. Pas l'accord signé, pas le directeur financier sur mon Porsche sans sa veste. Le moment dont je suis le plus fier est le moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, car c'est le moment où j'ai décidé que je n'allais pas me battre pour quelque chose dans une pièce où je n'avais plus le terrain. J'allais sortir avec tout ce que j'avais apporté et j'allais trouver un meilleur terrain. C'est la chose qu'on ne vous dit pas sur la trahison. On vous dit de l'exposer, de la combattre, de s'assurer que tout le monde la voit pour ce qu'elle est. Et parfois, c'est juste. Parfois, il faut tenir bon et provoquer la confrontation. Mais parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de partir. De prendre votre travail, vos connaissances, votre vision et vos 8 mois d'efforts et de sortir par la porte avec tout cela intact, non endommagé, à vous. De dire avec un calme parfait, profitez bien du financement. Parce que quand vous avez construit quelque chose de réel, quand vous avez une maîtrise authentique de ce que vous faites, quand vous avez fait le travail, établi les relations et gagné la confiance des communautés que vous servez, personne ne peut vous le prendre. Ils peuvent entrer dans une pièce et jouer le rôle de quelqu'un qui l'a. Ils peuvent utiliser vos mots, vos cadres et vos idées, mais ils ne peuvent pas en jouer la profondeur. Ils ne peuvent pas répondre aux questions auxquelles seul quelqu'un qui a fait le travail peut répondre. Ils ne peuvent pas produire la chose derrière la chose, la substance sous la surface. C'est ce que Garrett n'a pas compris. Il pensait que s'il avait le concept, il avait le projet. Il n'a pas compris que le concept n'était que le début. Tout ce qui rendait l'initiative du district de la fonderie réelle vivait dans ma tête, dans mes relations et dans mes 8 mois de travail que j'avais emportés en sortant de cette pièce. Vous ne pouvez pas voler ça. Vous pouvez essayer, mais vous ne pouvez pas le faire. Si vous êtes dans une situation en ce moment où quelqu'un de proche, un collègue, un membre de la famille, un partenaire, quelqu'un en qui vous aviez confiance, prend ce que vous avez construit et essaie de le revendiquer comme sien, je veux que vous entendiez ceci clairement. Documentez tout, dès maintenant, aujourd'hui, avant qu'une autre conversation n'ait lieu. Les dates, les détails, les conversations, les courriels, chaque élément de la trace écrite qui établit ce qui est à vous et quand c'est devenu le vôtre. Construisez votre issue de secours. Ne vous rendez pas dépendant d'un seul chemin. Dans toute situation professionnelle où quelqu'un pourrait perturber votre accès à quelque chose dont vous avez besoin, vous devriez construire un chemin alternatif discrètement et simultanément. Non par paranoïa, mais par sagesse. Sachez quand partir. Il y a des moments où se battre dans la pièce est la bonne chose à faire. Et il y a des moments où la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de fermer votre ordinateur portable et de sortir. Apprendre à faire la différence est l'une des compétences les plus importantes qu'une personne puisse développer. Et enfin, protégez votre travail, mais ne laissez pas la protection vous consumer. Le district de la fonderie a vu le jour parce que je suis resté concentré sur le projet, sur la communauté qu'il était censé servir, sur la qualité de ce que je construisais. Chaque heure que j'ai passée à documenter et à protéger était une heure que je me suis assuré de ne pas passer dans l'amertume ou à surveiller Garrett. Le travail est ce qui m'a sauvé. Le travail est toujours ce qui vous sauve. Alyssa et moi sommes toujours ensemble. Nous avons eu des conversations difficiles cet hiver, certaines très difficiles, et il y a eu des nuits où je n'étais pas sûr de comment cela se résoudrait. Mais elle a fait quelque chose que je veux reconnaître parce que c'était important. Elle a demandé à voir la documentation. Elle a demandé à Owen de lui expliquer ce qu'il avait trouvé. Non pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce qu'elle avait besoin de le voir par elle-même, de ses propres yeux, sans moi comme interprète. Et quand elle l'a vu, elle est restée silencieuse un long moment. Elle ne s'est pas excusée d'avoir défendu Garrett au début. Je ne le lui ai pas demandé. Elle a dit, « Je suis désolé de t'avoir donné l'impression que tu devais te protéger seul. » C'était la chose qui devait être dite. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Nous construisons quelque chose, nous deux. C'est plus honnête maintenant qu'auparavant. C'est une chose inconfortable à dire à propos d'un mariage, mais je le crois. Le district de la fonderie est réel maintenant. Les logements abordables sont dans la deuxième phase de construction. Les espaces commerciaux ont des locataires signés.
Le centre d'événements communautaire a un directeur de la programmation et un calendrier d'événements pour les 8 prochains mois. Le sentier riverain est planté d'espèces indigènes qui mettront 3 ans à s'établir pleinement et qui seront ensuite là pour une génération. J'y pense beaucoup. Les plantes indigènes qui mettent 3 ans à s'établir puis durent une génération. C'est ça, le travail. C'est à cela que ressemble la patience. C'est ce que signifie construire quelque chose de réel. Personne ne peut prendre ça. Pas même ceux qui essaient. Honnêtement, l'histoire de Blake touche vraiment au cœur de quelque chose que nous vivons tous. C'est un rappel massif que les gens peuvent voler vos idées, copier vos mots, ou même détourner vos réunions, mais ils ne pourront jamais voler votre profondeur réelle. Ils ne peuvent pas copier les années de labeur qu'il vous a fallu pour savoir réellement de quoi vous parlez. Quand Blake a fermé son ordinateur portable et est sorti, il n'abandonnait pas. Il savait simplement que son talent était le véritable atout, pas la pièce dans laquelle il se trouvait. Je suis curieux de savoir, avez-vous déjà eu un Gareth dans votre vie qui a essayé de s'attribuer le mérite de votre travail acharné? Comment avez-vous géré la situation? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.